Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Vincent Alonso Vilches et je suis assistant à l'IFRES, donc l'Institut de formation et de recherche en enseignement supérieur de l'Université de Liège. Alors aujourd'hui, je vais vous faire part des résultats d'un travail que je conduis à l'IFRES qui en fait est centré sur l'étude des tensions identitaires qui surviennent chez les enseignants au cours de débriefing avec des conseillers pédagogiques dans un contexte d'autoconfrontation. Tout d'abord, un mot sur le contexte. Donc, l'IFRES est un service de soutien à l'enseignement supérieur dont l'une des missions consiste à proposer des dispositifs de formation et d'accompagnement aux membres du personnel enseignant de l'Université de Liège. Donc, par là, il contribue euh, à leur développement professionnel et à l'amélioration de la qualité de l'enseignement en enseignement supérieur. Alors, le dispositif de vidéoformation que je vous présente aujourd'hui est un dispositif fondé sur la méthodologie de l'autoconfrontation. Alors l'autoconfrontation, ça consiste à confronter un acteur à l'enregistrement audiovisuel de sa propre action en présence d'un tiers en vue d'une meilleure compréhension. Alors l'enregistrement vidéo, il constitue la trace de l'activité, donc ça permet d'objectiver le comportement du formé, mais également de constituer un support à une analyse réflexive, accompagné donc du conseiller pédagogique. Et enfin, l'enregistrement audiovisuel, à travers la méthode de l'autoconfrontation, permet de prendre conscience des éléments de la situation que l'accompagné n'aurait pas vus dans le déroulement de sa propre action. Alors, l'étude des tensions identitaires survenant chez les enseignants en contexte de vidéoformation s'inscrit dans un cadre plus large du travail de caractérisation de l'activité de conseil des conseillers pédagogiques en enseignement supérieur. Alors, le but de ce travail est de rendre intelligibles les pratiques de l'arrêt sur image et du questionnement en les définissant à l'aune des postures d'accompagnement dans lesquelles elles peuvent s'inscrire. Alors, la posture, on peut la définir comme une manifestation d'un état mental, façonné par nos croyances et orienté par nos intentions. La posture exerce une influence directrice et dynamique sur nos actions, leur donnant un sens et justification. En réalité, elle est le témoin d'un passage entre une attention, celle du sujet, et son geste, en vue de réaliser finalement une activité en accord avec ses conceptions. Alors, on peut aussi la comprendre comme une attitude située, à savoir euh, d'un choix, conscient ou non, d'un agir et d'une manière d'être en relation avec autrui dans un espace et à un moment donné. La particularité finalement de la posture, c'est sa capacité à retracer à partir d'une action cette attitude située dans un temps et en espace à l'égard euh, d'un interlocuteur. Dans l'éducation, une diversité de postures peuvent être endossées par l'accompagnateur. Elles peuvent relever de différentes logiques d'action et donner lieu à des pratiques d'étayage distinctes, oscillant entre deux paradigmes principaux, celui de l'expertise, fondé sur une logique de contrôle, et celui de la certitude, relevant d'une logique sémiotique. Dans le paradigme de l'expertise, les pratiques d'étayage de l'accompagnateur reposeraient avant tout sur sa maîtrise des savoirs de référence et sa capacité à les mobiliser dans une intervention diagnostique ciblée auprès de l'accompagné. Dans le paradigme de l'incertitude, les pratiques d'étayage reposeraient davantage sur son habilité à concevoir des actions médiatrices permettant à l'accompagné de se construire grâce au sens de son expérience pour atteindre les buts du métier et à l'éclairage spécifique apporté dans l'interaction avec l'accompagnateur. Ce double paradigme transparaît bien dans la modélisation proposée par Geraud et de Kettel, qui y associe des processus de professionnalité et des postures d'accompagnement distincts et observables en situation d'accompagnement. Le processus de professionnalité dit normatif ou managérial associe au développement professionnel la conformité de l'accompagné à des standards professionnels définis par les experts. L'accompagnateur y endosse une posture de contrôle dans des situations d'accompagnement caractérisées par la préexistence de référentiels fixés, c'est-à-dire de ressources préexistantes à la situation d'accompagnement et destinées à répondre aux difficultés rencontrées par l'accompagné.
Le processus de professionnalité, dit émergente, quant à lui se fonde sur la reconnaissance des transformations vécues par l'accompagné, du sens qu'il y attribue, de leur caractère situé et de leur capacité à se muer en des occasions d'apprentissage, de construction identitaire et de transformation de pratique. L'accompagnateur y endosse une posture de la reconnaissance dans des situations d'accompagnement caractérisées par un référentiel dit ouvert, c'est-à-dire tourné vers les ressources présentes chez l'accompagné ou à partir desquelles construire pour répondre à des difficultés éprouvées ou soutenir des initiatives nouvelles. Ce double paradigme sous-tend également une modélisation dans le secteur de l'éducation de la petite enfance qui distingue 3 postures d'accompagnement professionnel inscrites dans des cultures d'action éducative associées à différentes approches qualité des accompagnateurs. Lorsqu'il s'inscrit dans une approche de qualité normative, l'accompagnement guidé soutient l'accompagné dans l'appropriation et la bonne application des principes et des bonnes pratiques promues sur le lieu de travail et dans le référentiel en vigueur. Dans cette perspective, la fonction de l'accompagnateur consiste surtout à contrôler la conformité des pratiques en fonction de critères préétablis et à les orienter par des démarches qui peuvent relever de la pédagogie active de manière à réduire leurs écarts avec les attendus. Lorsque la qualité éducative est perçue comme une quête en devenir, elle donne lieu à un accompagnement différencié. Dans cette perspective, l'accompagnateur soutient l'accompagné dans une prise de recul et une analyse de sa pratique quotidienne en fonction de critères qui leur sont propres et dans un cadre multiréférencié. L'accompagnateur valorise la démarche réflexive de l'accompagné et l'encourage dans son développement personnel, autorisant une réappropriation des critères de qualité considérés comme évolutifs et toujours perfectibles. Enfin, la valorisation d'une qualité effective est associée à un accompagnement interactif. Dans cette perspective, la fonction de l'accompagnateur consiste à soutenir l'accompagné dans l'analyse de ses pratiques en fonction de critères en partie prédéfinis mais aussi co-construits, visant la transformation conjointe des actions, des acteurs et de leur environnement. Le questionnement au sujet des pratiques effectives et leur mise en mots se prête à des recadrages des pratiques quotidiennes inédits, tant pour les accompagnés que les accompagnateurs. Il vise la construction des critères de qualité en phase avec des besoins des situations réelles de travail dans une démarche de référentialisation. Les paradigmes de l'incertitude et de l'expertise se retrouvent encore en filigrane du modèle de Vial et Kaparos-Menkacchi qui conceptualise 2 postures d'accompagnement en fonction du type de problème à traiter. Pour les auteurs, la posture de guidage se caractérise par un but formellement fixé en amont de la relation avec l'accompagnateur et où le rôle de ce dernier consiste à guider l'accompagné par un système de contraintes en extériorité. Donc, l'accompagnateur vise le changement d'un état à un autre par un processus de problématisation visant à résoudre un problème rencontré par l'accompagné. Ces problèmes à résoudre trouvent une solution dans les savoirs et les prescriptions qui visent à les supprimer. La posture d'accompagnement, quant à elle, se caractérise par un cheminement commun parcouru par l'accompagné et l'accompagnateur dans l'atteinte d'un but d'étayage co-construit entre accompagnateur et accompagné. Dans ce cas de figure, le processus de problématisation consiste à élucider le problème, c'est-à-dire à le construire avec l'accompagné par le questionnement, pour le lui rendre le plus habitable possible. Ce type de problème trouve ses réponses dans le chef de l'accompagné et oblige l'accompagnateur à agir sans référent autre que ceux que l'accompagné détient et lui communique. Pour caractériser les gestes de l'arrêt sur image et du questionnement, et finalement identifier les postures professionnelles auxquelles ces 2 gestes sont associés, j'établis une méthodologie en 4 temps. Alors au temps 1, je propose à un enseignant de rencontrer un conseiller pédagogique et de lui soumettre, de lui exprimer les difficultés qu'il rencontre lors de ses séances de cours ou du désir de régulation qu'il éprouve par rapport à des questions spécifiques des cours qu'il donne. Ce temps 1 dure 1 heure et conseiller pédagogique et enseignant définissent un problème particulier sur lequel ils vont pouvoir agir lors du dispositif de vidéoformation. Au temps 2, j'enregistre durant la séance de cours la mise en œuvre de la régulation par l'enseignant. Au temps 3, je propose
des extraits vidéo, donc l'enregistrement audiovisuel de la trace de l'activité de l'enseignant au binôme conseiller pédagogique enseignant pour qu'il puisse débriefer. En temps 4, je réalise des autoconfrontations simples avec conseiller pédagogique et enseignant séparément. Je totalise 3 binômes, conseiller pédagogique enseignant. Chacun des binômes va réaliser 3 itérations du protocole. Ainsi, j'observe au total 9 séances de vidéoformation. La collecte de données se réalise donc bien en 2 temps. À travers, d'une part, une observation directe en troisième personne de l'activité d'autoconfrontation, donc conduite par le conseiller pédagogique avec l'enseignant. Lors de cette observation directe, j'identifie donc les arrêts sur image réalisés par le conseiller pédagogique et je réalise un travail d'indexation des questions que le conseiller pédagogique formule. Ensuite, en T4, je reviens avec le conseiller pédagogique sur les arrêts sur image qu'il a réalisés, sur les questions qu'il a formulées, et je questionne chez lui l'intention qu'il poursuit à travers ces 2 gestes spécifiques. Les résultats montrent que les conseillers pédagogiques usent de l'arrêt sur image et du questionnement pour répondre aux problèmes définis à l'analyse de la demande avec l'enseignant. Donc arrêter l'image et poser des questions permet de pallier aux difficultés exprimées par l'enseignant au T1. On marque que stopper le flux de la diffusion audiovisuelle permet au conseiller pédagogique d'attirer l'attention de l'enseignant sur un moment spécifique de l'enregistrement qui pose problème du point de vue du conseiller pédagogique. D'ailleurs, il lui exprime, là il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux quand je vous vois, également en autoconf. Là, pour moi, il y a beaucoup d'indications en faveur d'un problème visible à l'écran lors du visionnage, donc je réalise un arrêt sur image pour en discuter. Questionner est aussi une ressource pour guider l'enseignant vers les points d'attention du conseiller pédagogique et son interprétation de la situation. C'est exactement le point sur lequel je voulais qu'il mette le doigt. Et là, c'est bingo, il est identifié. Et moi, quand j'ai visionné la séquence, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Il semblerait que ces 2 gestes témoignent d'une posture à dominance normative. Du côté enseignant, au fur et à mesure des autoconfrontations simples, je me rends compte que certains conseils ne sont pas mis en œuvre, c'est-à-dire que les enseignants retournent en séance de cours et sciemment font le choix de ne pas mettre en pratique la régulation convenue avec le conseiller pédagogique à la séance de vidéoformation précédente. À l'époque, j'avais émis l'hypothèse que ces conseils étaient trop insuffisamment explicites, c'est-à-dire que la manière de les formuler des conseillers pédagogiques ne permettait pas aux enseignants de se représenter soit la règle d'action à mettre en œuvre ou les fondements sur lesquels ces règles d'action reposaient. En fait, cette hypothèse a été complètement invalidée. Je me rends compte, en questionnant les enseignants, que certains conseils véhiculent des images qui vont à l'encontre des images que l'enseignant se fait de lui-même dans l'exercice de son métier. Et c'est là que j'ai commencé à identifier ce que j'ai appelé un signal identitaire fort. Lorsque l'enseignant fait le choix de ne pas mettre en œuvre un conseil pédagogique qui a été formulé dans le but de répondre à la difficulté qu'il avait alors exprimée au conseiller pédagogique lors du TA, à l'analyse de la demande, voici ce qu'il m'exprime. Ça ne me ressemble pas, donc au sujet du conseiller pédagogique. Ça ne me ressemble pas, je comprends ce qu'il dit, mais je ne me vois pas en train de le faire. Faire ça, comme ça, se tenir devant la classe avec cette position et rappeler le cadre de cette manière, c'est trop autoritaire. Je peux me faire entendre sans prendre cette position. Là, ce qu'il me demande, ça ne me ressemble pas. Je comprends que ça peut être efficace, vraiment je comprends. Après, moi, ce n'est pas l'idée que j'ai de l'enseignement dans le supérieur. Ces observations montrent assez bien comment le travail enseignant ne peut être réduit aux prescriptions dont il est l'objet, ni aux observations en extériorité des résultats des actions professionnelles de l'enseignant.
En fait, la tâche prescrite à l'enseignant a pour finalité d'orienter l'action du professionnel et de pallier aux difficultés qu'il avait alors exprimées en TA au conseiller pédagogique. Donc la tâche véhiculée dans le conseil désigne le quoi faire, ainsi que le but et les conditions à prendre en compte pour réaliser l'action prodiguée. Ces conseils vont susciter chez l'enseignant un travail de réappropriation et de mise en œuvre qui ne va généralement pas sans tension et conflit éthique. Ainsi, l'identité professionnelle peut se comprendre comme une interaction entre un ensemble de composantes représentationnelles, opératoires et affectives. L'idée est que les changements pratiques sont porteurs d'un potentiel transformateur de l'identité, même à l'état de formulation, et véhiculent des tensions et des dilemmes identitaires qui, dans le cas présent, ne permettront pas, vont entraver à l'application du conseil en lui-même. Pour caractériser le type de tension identitaire vécue par l'enseignant en situation de débriefing, en vidéoformation, eh bien, je mobilise le cadre conceptuel de Guy Bajois qui comprend l'identité comme le produit provisoire et évolutif de travail constant de construction de l'individu à travers la réconciliation de 3 types d'identité visant à atteindre 3 buts. Tout d'abord, un accomplissement personnel qui concilie l'identité engagée de l'individu, c'est-à-dire ce qu'il est, ce qu'il fait effectivement et les engagements qu'il prend envers lui-même, et son identité désirée, c'est-à-dire ce qu'il voudrait être. Ensuite, un but de reconnaissance sociale qui concilie son identité engagée et son identité assignée, c'est-à-dire ce qu'il pense que les autres attendent de lui ou ce qu'il perçoit que l'autre lui assigne de faire ou d'être. Enfin, une consonance existentielle conciliant identité assignée et identité désirée, impliquant la réduction de l'écart entre ce qu'il voudrait pour lui-même et ce qu'il perçoit que les autres attendent de lui. Alors la gestion de ces identités peut générer chez l'individu ce que Bajois dénomme comme des tensions existentielles. Celles-ci apparaissent lorsque le sujet est dénié, donc il ressent un déficit de reconnaissance sociale pour ce qu'il est ou estime être. Le sujet est divisé, donc là il ressent une carence d'accomplissement personnel. L'individu souffre de l'écart entre ce qu'il est et ce qu'il voudrait être, et le sujet peut se retrouver dans une situation où il est anomique, il ressent une incompatibilité entre ce qu'il voudrait être et ce qu'il perçoit que les autres ou la société voudraient qu'il soit. L'individu ne parvient donc pas à faire admettre ses attentes à l'autre, ni à se soumettre aux limites qui lui sont imposées. Il est a priori paradoxal d'observer que les enseignants font le choix de ne pas mettre en œuvre certaines régulations prodiguées par le conseiller pédagogique en vue de répondre aux difficultés qu'ils avaient alors exprimées à l'analyse de la demande en T1. Il apparaît que les conseillers pédagogiques sont quelque peu démunis face à la manifestation de la gestion des tensions identitaires dans le chef de l'enseignant. Gestion des tensions identitaires que nous pouvons définir comme un problème non défini et pour lequel il n'existe pas de référent extérieur pour agir. Le maintien de la posture normative du conseiller pédagogique face à la gestion de ces tensions encourage l'enseignant à ne pas appliquer le conseil dans un but, celui de préserver son accomplissement personnel, c'est-à-dire de concilier son identité engagée, donc ce qu'il fait effectivement et ses engagements envers lui-même, et son identité désirée, c'est-à-dire ce qu'il voudrait être. Pour autant, les CP ont conscience de certains signaux de désalignement chez l'enseignant et il exprime assez clairement en autoconfrontation ressentir un dilemme entre prendre en compte le ressenti de l'enseignant et poursuivre leurs recommandations. Ils diront par exemple, au sujet de l'enseignant, « Il me regarde de manière ahurie. Moi, ça m'interpelle aussi, son non-verbal m'a interpellé. J'avais envie de le rassurer et en même temps, d'aller un peu au taquet par rapport au point qui me paraissait intéressant de commenter. » Soutenir les conseillers pédagogiques dans leur activité de conseil en vidéoformation passe probablement par une sensibilisation aux fonctions plurielles des postures professionnelles et de leur diversité, ainsi qu'à leur utilisation antagoniste et encore plus
à leurs conséquences dans les situations d'accompagnement aux caractéristiques circonstanciées. Ça passe probablement aussi par permettre aux conseillers pédagogiques de comprendre les moments de désalignement qu'ils ont eux-mêmes vécus et soulevés en autoconfrontation avec le chercheur et de leur donner les moyens de professionnaliser l'alternance des postures professionnelles, c'est-à-dire qu'ils puissent sciemment faire le choix de jouer une posture plutôt qu'une autre en fonction des problèmes qui se présentent à eux et vécus par l'enseignant. Ensuite, une manière d'aborder les tensions identitaires vécues par l'enseignant en situation de vidéoformation serait probablement d'expliciter en amont du dispositif, c'est-à-dire à l'analyse de la demande, d'expliciter l'attendu, le projet pour autrui, ce que l'on attend de l'enseignant dans le dispositif de formation en matière d'identité désirée, ce qui serait probablement une amorce à l'accompagnement des gestions identitaires vécues par l'enseignant. C'est ainsi que se termine cette présentation. Je me tiens évidemment à votre disposition dans le cas où vous auriez des questions. Je vous remercie.